Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Debay, l'actuelle présidente de Waldenström France. Je remplace en fait Paulette, que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissaient, qui était donc la présidente au printemps, et elle avait décidé de renouveler sa présidence pour l'année. Et au final, elle a dû arrêter pour raison de santé. Donc, on s'est un peu réorganisé au pied levé pour faire continuer cette association. Et donc, j'ai pris le relais pour cette année de Paulette, qui ne peut pas assister à cette réunion. Malheureusement, elle est en traitement actuellement. Donc, elle fait un traitement très particulier. Donc, bon. Cet après-midi, on va longuement vous parler des traitements. Mais voilà, donc on regrette qu'elle ne soit pas avec nous. Donc je vous remercie d'être là si nombreux, parce que c'est pour nous agréable d'avoir une grande salle en plus. Et je remercie aussi le CHU de Poitiers de nous avoir accueillis dans ses locaux, fort bien accueillis. On a de l'espace, on a salle pour le buffet, enfin c'est royal, voilà. Je suis très contente. Je vais faire quelques petits rappels avant. Donc je vois qu'il y a quelques personnes avec des masques. N'hésitez pas, si vous êtes fragile, en traitement ou autre. On est quand même dans le milieu hospitalier. C'est pas complètement serein au niveau. Enfin, il y a des choses qui circulent ou qui peuvent circuler. Donc, prenez vos précautions. Si vous avez besoin de masques, vous nous les demandez. On en trouvera pour vous. Je pense que dans un hôpital, on trouve des masques. Les parkings, on vous a remis un ticket. Logiquement, vous êtes venu, vous avez pris un ticket de parking. Gardez-le, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le ticket qu'on vous a remis, qui vous permet de sortir gratuitement, peut avoir un problème. Donc, il vaut mieux garder quand même le ticket d'origine. Et vous essayerez d'utiliser, j'espère, le ticket gratuit et que ça marchera. Mais voilà. Vous dites dans ce cas-là, éventuellement vous pouvez appeler, dire que vous êtes à cette réunion et ils vous feront sortir. Les téléphones, si vous pouvez couper les sonneries, les mettre en mode avion ou autre, de façon à ne pas perturber le déroulement de cette réunion. Je vous remercie. Voilà, donc on va commencer et on va déjà montrer l'agenda. Voilà. Donc, on est dans le tout début, accueil des participants, et puis on va faire la première partie. Ensuite, il y aura une présentation de l'association, une pause déjeuner de 2 heures, c'est confortable, mais comme on est quand même relativement nombreux, c'est bien, puis ça vous permettra d'échanger. Je pense que vous êtes là beaucoup pour ça. Et l'après-midi, c'est consacré évidemment aux interventions des médecins sur les différents aspects de A à Z sur la maladie, en passant par le diagnostic jusqu'au traitement, la recherche, etc. On a la chance aussi d'avoir une intervention spécifique. On essaye de faire ça maintenant tous les ans, d'avoir un spécialiste. Donc aujourd'hui, ça sera le rein, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont des atteintes rénales dans la Waldenström. Collation, et puis on terminera par une table ronde avec les différents intervenants, et puis on conclura cette journée. Voilà. On va essayer de terminer dans les temps. Il va falloir que quelqu'un me montre la montre à chaque fois que je déborde. Donc on va démarrer avec une personne, je ne sais pas si je la présente parce que tout le monde la connaît, à l'international, non. C'est le professeur Leblond, donc l'hôpital Salpêtrière à Paris. Certains d'entre vous d'ailleurs ont été soignés par le professeur Leblond, dont moi-même, qui maintenant n'exerce plus, mais qui continue son activité à la Sorbonne, sur d'autres activités dont elle vous parlera. Et donc j'invite Véronique à nous rejoindre. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là, en présentiel, avec vous, parce que ça me rappelle déjà beaucoup de choses. J'ai
assisté à la naissance pratiquement de l'association Maladie de Waldenström. Ça a été assez long, puisque je crois que c'est le 15e anniversaire, si j'ai bien compris. Voilà, donc ça, c'était ma photo il y a 15 ans, je vous le rassure. J'ai préféré prendre celle-là. Je vais vous raconter une petite histoire, comment je suis tombée dedans, comme Obélix dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans la maladie de Waldenström. Et je vais vous raconter comment, parce que c'est une histoire de rencontre. Alors, la suivante. Tout a commencé avec cet homme. Cet homme, c'est Jacques-Louis Binet. C'était mon prof d'hémato à la Pitié-Salpêtrière quand j'ai fait mes études. Puis j'ai été interne dans son service. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'ai passé l'internat. Je voulais être endocrinologue. Bon, mais en fait, je suis arrivée en hémato un peu par hasard, parce qu'il y avait de la place. Et j'ai commencé à faire de l'hémato d'abord à Béclair et ensuite à la Pitié, chez Jacques-Louis. J'ai fait 1 an chez lui, puis après j'ai fait d'autres stages et je suis revenue comme chef de clinique. Il était le président de l'Académie de médecine, enfin, pendant un petit moment pour l'hématologie, enfin de l'Académie de médecine, et ça a été mon mentor. Voilà, donc c'est l'homme de ma vie, en fait, ma vie publique, pas ma vie privée. La suivante. Voilà, alors moi, je suis l'espèce de chien avec les cheveux en rouge, là. C'était la coiffure de l'époque, hein. Je ressemble un peu à je sais pas, un chat, un chien, avec un caniche peut-être, je ne sais pas. Et vous voyez, à côté, donc Jacques-Louis, qui est à côté, c'était le service de la Pitié. Quand j'étais à ce moment-là, je devais être chef de clinique sur cette photo. Et le service était à Lavran, donc maintenant il a bougé, il est dans un autre bâtiment. Il y a encore des gens qui sont dans ce service, encore, il n'y en a plus beaucoup. Et la troisième personne tout en bout, là, je vous ai mise avec la barbe, c'est Guillaume Diguero. Et Guillaume était à l'Institut Pasteur et il travaillait dans le service aussi, il est uruguayen. Et il travaillait sur le lymphocyte B parce que Jacques-Louis était l'homme de la leucémie lymphoïde chronique. En France et dans le monde, c'était le français de référence pour la leucémie lymphoïde chronique, donc une pathologie du lymphocyte B, comme la maladie de Waldenström. Et il était le référent français de cette maladie et était connu dans le monde entier parce qu'il avait décrit un stade clinique qui est toujours aussi d'actualité. Il l'a décrit en 80 et ça reste toujours vrai en termes pronostiques. Donc c'était un visionnaire dans cette maladie qui était la LLC. Et donc la suivante... Voilà, donc il faisait des grands articles, le New England avec Guillaume, comment je traite la leucémie lymphoïde chronique, enfin des articles qui sont majeurs. La suivante. Et il dirigeait un groupe de recherche clinique qui s'appelait à ce moment-là le groupe français de recherche sur la leucémie lymphoïde chronique. Et donc je discutais avec Guillaume Diguero quand j'étais donc chef de clinique. Et je lui dis, Guillaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la leucémie lymphoïde chronique, tout le monde travaille dessus. Il y a Jacques-Louis, mon patron, qui travaille dessus. Et moi, j'aimerais bien trouver quelque chose d'original et me faire une niche. Parce que je voudrais devenir comme Jacques-Louis Binet. Mais la LLC, c'est trop... Je faisais beaucoup de patients avec la leucémie lymphoïde chronique, mais je dis, c'est déjà la place, entre guillemets, déjà prise. Qu'est-ce que je peux faire? Très opportuniste déjà à l'époque. Donc, la suivante... Et puis, on me dit, écoute, j'ai l'opportunité. Je discutais aussi avec Guillaume, et Guillaume dit, il faut que tu trouves quelque chose dans les lymphocytes B, parce que c'est quand même le service travaillait là-dessus. Et puis, je ne savais pas très bien quoi prendre. Et on va passer celle-là, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va revenir en arrière, c'est pas grave. Et arrivé à ce moment-là, sur le marché, une drogue qui s'appelle la fludarabine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette drogue, parce qu'on l'a beaucoup utilisée dans les années 80-90. Et cette drogue, on l'utilisait dans la leucémie lymphoïde chronique. Et j'avais une copine qui travaillait dans un laboratoire qui s'appelait laboratoire Schering et qui faisait la fludarabine. Et Nicole Faure, qui était une amie, me dit, écoute, tu sais, il y a des malades qui ont une maladie bizarre, avec un nom bizarre, qui s'appelle Waldenström. Moi, je savais à peine ce que c'était. Et ils ont été traités par fludarabine et il semble que ça marche très bien. Il y a beaucoup de patients dans ma série. Est-ce que tu ne veux pas travailler là-dessus et regarder ce qu'ils deviennent et écrire un papier? Je dis, on y va. Mais Waldenström, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose.
Alors je regarde un peu, je vois que ça a été décrit en 1944 par Jan Waldenström. Et je dis, bon, on va peut-être voir ça. Et je vois donc les données de l'afflux d'arabine chez des patients traités avec une maladie de Waldenström, qui était à peu près, je ne sais plus, 70 ou 80, je ne me souviens plus du nombre exact. La suivante, et je vous dis que c'est une maladie maintenant qui est quand même assez, disons, connue, parce que c'est une maladie des chefs d'État. Et vous voyez les nombres de chefs d'État qui avaient cette maladie de Waldenström, entre Pompidou, Golda Meir, il y avait aussi le chat, qui avait cette maladie de Waldenström. On dit c'est une maladie des chefs d'État, ben voilà, bon. Et puis, la suivante, je publie donc ce premier article avec Nicole Faure, qui était celle du labo. Voilà, et voilà, au nom du groupe LLC, je publie cet article dans un très bon journal. Et c'était en, je ne sais plus combien, en 88 ou 9, je ne sais plus, 98. Voilà, et pourquoi je vous montre cet article? Parce que la suivante, je reçois, après cet article, un mail de la fondation américaine, l'IWMF, la International Waldenström Foundation, sur le nom de la macroglobuline de Waldenström. Suite à cet article, il me dit, Madame, voilà, votre article m'a intéressée. Nous faisons un petit congrès à Bethesda, à New York, voilà, sur la maladie de Waldenström, et vous êtes invité à New York. Voilà. Donc, je dis, ah bon, je rentrais là-dedans sans vraiment être connue, mais cet article m'a fait connaître la suite. Donc, je vais à Bethesda, premier workshop Waldenström mondial, organisé par l'association de patients américaine, et qui ont remis autour d'une table, on était une dizaine. Il y avait à ce moment-là, comme français, Pierre Morel, que je pense qu'il y en a certains de vous qui connaissent. Et puis, il y avait donc une Anglaise, une Italienne, il y avait quelques Américains, dont Steve Tréon, qui était tout petit à ce moment-là, tout jeune, qui est donc américain. Et on se retrouve autour de cette table, et il y avait aussi Thanos Dimopoulos, qui est l'homme du Waldenström en Grèce. Et on était à ce moment-là tout jeunes tous, et on se retrouve autour de cette table, et on dit, mais on parle de cette maladie, on montre les résultats des uns et des autres, et on se dit, il faut absolument qu'on travaille ensemble de façon internationale. C'est une maladie orpheline, une maladie rare. Chacun voit un patient ou deux dans sa vie, ou même certains n'en voient jamais. Donc si on ne travaille pas tous ensemble, on ne pourra jamais avancer dans des maladies aussi rares que ça. Donc on discute, on s'entend bien, et puis on se dit, on se revoit dans 2 ans, et on fait le 2e congrès, et on le fait en Grèce, c'était plutôt pas mal, à Athènes, et on a fait le 2e congrès en Grèce, à Athènes. La suivante, voilà, donc ça c'était pour vous dire que c'est grâce à l'association de patients américaine qui a donc lancé ces petits congrès en donc 2000, qui sont maintenant des grands congrès, puisque là, entre maintenant on est 500, 800, 1000, on était 10 il y a 25 ans. La suivante, donc je rentre dans l'association aussi, dans le conseil scientifique de l'association américaine, et puis j'organise avec Pierre Morel et Jean-Paul Fermand en 2004 à Paris le 3e congrès maladie de Waldenström, avec, vous allez voir la suivante, vous voyez, ça c'était avec Pierre Morel. On n'a pas changé, tu n'as pas changé. Et donc, avec Pierre Morel, et on était, je ne sais plus, je crois 50 ou 60. Alors, on était à l'hôtel Sofitel, au-dessus on voyait la tour Eiffel, donc c'était très chic. Et on fait donc, vous voyez, la photo de tous les gens du congrès sous la tour Eiffel. Et ça, c'était en 2004. Et puis, vous voyez, tous les 2 ans, il y a eu des congrès qu'on a organisés. Beaucoup organisés par Steve Tréon, mais toujours avec donc le même comité d'organisation, donc je fais partie. Et on a donc fait un congrès tous les 2 ans, et le prochain a lieu dans 1 mois à Prague. Et en général, on essaie d'alterner entre l'Europe et les États-Unis. Le congrès était prévu en Israël, mais pour les raisons que vous connaissez, ça a été modifié malheureusement. Et donc on part pour Prague, et ce sera mon dernier congrès. À un moment, il faut s'arrêter un jour, il ne faut pas faire le congrès de trop, donc ce sera le dernier pour moi. Et grâce à cette organisation autour du Waldenström, grâce au fait que on commençait à avoir un réseau important,
Le groupe philo, qui était donc l'ancien groupe LLC, on l'a appelé les LLC et Waldenström. Donc on a en France, dans ce groupe, on a plus de 90 centres. Donc on peut faire des essais thérapeutiques même en France sans avoir besoin de l'international. Puis on fait aussi des essais avec l'international. Et le premier essai que j'ai fait, c'était un essai de première ligne, randomisé. C'est le plus grand essai. Il n'y avait jamais eu d'essai depuis maintenant, randomisé, où j'avais plus de 350 patients qui étaient dans cet essai, avec les Anglais et les Australiens et les Autrichiens. Donc c'était un essai international et qui a bien marché. Et ensuite, il y a eu beaucoup de papiers qui ont été faits sur cette maladie grâce au groupe coopérateur et grâce à tous les patients qui ont bien voulu participer à ces essais, grâce à vous. Voilà. La suivante. Alors, il y a une animation, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. En fait, ce qui était derrière les publications, c'est que maladie rare. Il faut qu'on diffuse beaucoup l'information pour que tout le monde sache s'en occuper. C'était compliqué, parce qu'il y avait même des hématologues qui voyaient peu de malades. Et aussi nécessité donc de tous travailler ensemble avec les collègues qui s'occupent de ça dans le monde entier et avec les patients aussi, parce que je pense que c'est important que les patients soient impliqués dans tout ce type de prise en charge. Et puis ça va de mieux en mieux, je pense. Il y a ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Donc les patients sont de plus en plus impliqués. Et comme disait Valérie, j'ai changé de métier parce que maintenant je suis la médiatrice de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je travaille avec les usagers, avec la commission aussi des usagers et avec aussi des patients dits experts ou des patients partenaires, etc. Donc je reste dans cette démocratie sanitaire, mais du côté un peu différent de ce que j'étais avant comme chef de service. Voilà, donc les réunions de patients, il y en a eu beaucoup dans votre association. Il y en a eu une en 2016 où il y avait pas mal de photos qui ont été prises à ce moment-là, qui étaient au musée des Arts Forains. Je ne sais pas s'il y en avait d'entre vous qui étaient là, mais c'était une grosse réunion aussi, très sympathique. La suivante. Et puis voilà, donc là, maintenant on se retrouve donc à la 12e réunion, c'est ça. Donc, qui est organisée à Poitiers, et vous fêtant les 15 ans de cette association, qui a grandi, que j'ai connue toute petite au début, qui a grandi et qui, ça fait plaisir de voir un monde aussi, vous êtes très nombreux, ce qui est très bien, et je pense qu'il faut que c'est très important ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, il n'y a pas un patient qui peut mieux raconter son histoire qu'un patient à un autre patient. Je pense que les médecins, on connaît les complications, les infirmières, elles savent gérer un peu les traitements. Mais ce que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement, il n'y a que vous qui pouvez le raconter aux autres. Donc je pense que les associations de patients, c'est très important. Alors il faut aussi, bien sûr, pas faire trop... Il faut avoir quand même un petit conseil scientifique pour ne pas dire n'importe quoi sur Internet, etc. Mais je pense que c'est essentiel pour faire avancer, surtout dans des maladies un peu orphelines comme celle-là. Et c'est l'association de patients américaine qui a tout lancé. La suivante. Voilà, donc ça c'est le livre qu'on m'a donné quand je suis partie en retraite, donc qui est extraordinaire ce livre, avec tous les témoignages de mes patients, ou même de certains patients que je n'ai pas vus, mais auxquels je répondais par mail, qui me demandaient des conseils et qui me remerciaient même si je ne les avais pas vus. Je pense que j'ai laissé un service avec des gens très compétents. Vous allez voir Damien qui va venir cet après-midi, Roseveil, qui est l'agrégé du service et qui a donc travaillé avec moi très longtemps sur cette pathologie et qui est très compétent. Le chef de service est très compétent. J'ai laissé mon service à quelqu'un aussi de super. Donc je pars tranquille. La maison est bien gardée. Et puis ça, ce sont toutes les... alors vous allez voir Cécile qui va arriver, Tomoa qui vient cet après-midi, qui va vous parler, qui travaille ici à Poitiers et qui s'occupe aussi de cette maladie. Et puis ce sont tous les gens avec lesquels j'ai travaillé, vous voyez, au cours du temps, des Français, des Américains, des Grecs, il y a Pierre Morel, il y a la biologie, il y a Damien, il y a mon hôpital. Et puis on a créé aussi, ce que j'en ai pas encore
beaucoup parlé, un consortium européen, on l'a créé il y a plusieurs années, dont je me suis occupée maintenant, dont s'occupe Christian Busk en Allemagne, qui est européen, avec lequel on fait aussi beaucoup de projets à la fois biologiques et thérapeutiques, des essais thérapeutiques qui sont là, européens. Voilà, donc c'est tout, je crois, ce que je voulais vous raconter. Je pense que c'est la dernière, en dehors du merci. Voilà, donc c'est l'histoire d'une vie qui a commencé vraiment dans les années 90. Et vous voyez que je suis tombée dans la marmite Waldenström comme ça, un peu par hasard. Mais je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. C'est la marmite que j'ai préférée. Voilà. Enfin, merci en tout cas de m'avoir invitée, c'est très sympa. Alors nous, on vous remercie beaucoup d'être venus spécialement, justement, pour les 15 ans. D'avoir fait le trajet, d'être venu nous voir. Je suis à 6 ans moins le quart pour vous quand même. Ah voilà, c'est admirable. J'ai plus l'habitude, je vous dis franchement. Non, mais ça montre bien une sorte de partenariat en fait entre associations de patients et puis médecins. Ouais. Et je pense que c'est ce que vous cherchiez aussi à obtenir comme résultat. Maintenant, c'est beaucoup plus courant, mais je pense au début, c'était rare. Et au début, c'était rare. Les associations de patients, il y en a d'abord, je pense que les outils type Internet ont pu développer ça, parce que c'est quelque chose qui quand même permet de diffuser l'information. Mais avant, c'était assez exceptionnel. Dans la LLC, il y en a eu une, mais voilà. Dans la maladie Waldenström, il y avait celle des États-Unis, et qui avait déjà un peu diffusé en Europe, puisqu'il y avait des contacts déjà avec quelques patients Waldenström qui étaient français, qui avaient donc des contacts avec l'association américaine. Mais c'est vrai que c'était assez exceptionnel, et d'impliquer les patients, c'était encore plus exceptionnel, parce que c'était j'ai la connaissance et vous, voilà. Et c'est votre état d'esprit, je pense, qui a permis justement sur ce type de maladie très spécifique de pouvoir progresser, parce que... Oui, enfin, il y en a d'autres que moi en France, je ne suis pas toute seule. Non. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, beaucoup plus qu'avant, et puis je pense que il y a un relais qui est fait maintenant avec des gens très compétents. Mais au début, c'était une maladie vraiment dont personne ne s'occupait en France. Ouais. Il y avait eu quelques travaux faits à Saint-Louis, mais ils avaient arrêté, et c'est reparti vraiment de la pitié en termes d'intérêt, quoi. Voilà. Bon, merci. Vous avez une idée du nombre de deuxième avis que vous avez donné ? Oh là, je ne sais pas ça. Mais j'en donnais plein par Internet. Parce que ce qui n'est pas une bonne chose, normalement, je n'ai pas le droit. Théoriquement, je n'ai pas le droit de donner des avis. Mais quand je voyais des gens qui demandaient tellement, alors en général, je répondais très vite, parce que je sais que les gens sont particulièrement angoissés avec ce type de diagnostic. Et donc j'ai donné énormément d'avis à la physique, entre guillemets, mais beaucoup aussi, soit rassurer, soit dire qu'il fallait qu'ils voient, soit essayer un peu de dédramatiser les choses, parce que je pense que c'est important. Mais je ne pourrais pas vous dire ça. En tout cas, j'en ai donné beaucoup. J'ai peut-être même fait des erreurs, parce que ne pas voir les malades et donner des avis, parfois c'est un peu compliqué, donc il faut se méfier de ne pas dire n'importe quoi. Mais enfin bon, en tout cas, j'ai essayé de répondre le plus vite possible aux patients. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser une question à Véronique ? Est-ce que des personnes veulent poser une question à Véronique ? Bon, écoutez, en tout cas, tout était clair alors. Je vous souhaite Est-ce que en régie, il y a une question ? Ouais. Quels sont les projets maintenant ? Les projets. Oui, juste pour... comment Véronique a eu une vie pour les patients qui a été extraordinaire, qui les a rassurés, qui les a souvent, sinon guéris du moins, qui a trouvé des traitements efficaces. Mais maintenant, la question qu'on veut poser, c'est, étant à la retraite, quels sont les projets ? Je suis sûr qu'elle a plein de projets et toujours dans le domaine médical, je pense. Oui, enfin, projets médicaux, je continue toujours ma médiation, parce que je pense que voilà, c'est bien de parler aux malades, et ça permet parfois d'éviter des procès, des drames, des choses. Il y a souvent une incompréhension. 90% des médiations, c'est parce qu'on n'a pas bien parlé aux gens, on n'a pas informé les gens. C'est-à-dire que voilà, alors informer, c'est prendre du temps,
c'est pas dans un bureau en 3 minutes. Donc, tout ça. Donc, ça, c'est pour ça que là, je prends beaucoup de temps dans mes médiations. Et puis, je continue encore à travailler un peu avec certains laboratoires sur des drogues, etc., les conseiller et à travailler pour éventuellement des essais thérapeutiques futurs. Et puis, j'adore jouer au golf. Alors, je joue au golf. Ça prend du temps, heureusement. Donc, une partie de golf, c'est 4 heures, donc ça occupe une journée, parce qu'autrement, là, on peut s'ennuyer. Mais je ne fais pas que ça. Et puis voilà, puis j'ai une vie de famille assez intense, j'ai 5 petits-enfants. Je m'occupe beaucoup plus de mes petits-enfants que mes 3 enfants, hein, je vous le dis franchement, d'ailleurs ils sont fous de rage parce que je ne suis jamais allée chercher mes enfants à l'école, mais je vais chercher mes petits-enfants. Voilà, je me rattrape un peu parce que je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de mes 3 enfants, enfin ils ne sont pas malheureux quand même, hein, je vous rassure. Voilà, et puis voilà, puis j'ai un mari voilà, qui est très prenant. Hein, voilà, comme tous les maris. Ah, pourquoi, qu'est-ce que tu fais encore? Et tu vas encore travailler, hein? Voilà, donc un vrai mari, quoi, voilà. Voilà, et on est mariés depuis 44 ans. Mais voilà, vous avez tout de moi maintenant. Bon, écoutez, bon courage, bonne chance, je vous souhaite plein de bonnes choses, et bravo encore pour ce type d'association de patients, c'est à mon avis indispensable. Voilà. Merci. De rien. Je viens de découvrir la zapette par terre. Désolée. Donc ça, c'est pour passer les diapos. Donc, du coup, je vais m'en servir. Et ça marche. Donc, je vais vous parler de l'association. Donc, l'association Waldenstrom. Il y a des personnes ici qui viennent, qui ne nous connaissent pas, puisqu'ils ont été... finalement, ils ont découvert notre existence par le CHU de Poitiers, voilà, qui vous a envoyé des courriers. Donc c'est très bien, c'est pour nous une occasion de se faire connaître un petit peu plus. Donc on est une association de bénévoles, et exclusivement de bénévoles, et il n'y a pas de personnes rémunérées, peut-être à l'exception de notre web designer, mais donc ce sont des personnes pour la plupart malades de Waldenstrom ou des aidants de malades de Waldenstrom. Donc du coup on est totalement dédié à cette maladie, on la connaît bien. Personnellement ça fait 18 ans que je suis malade, donc à force on finit par être très très familiarisé avec à la fois les autres VALD et les différentes facettes, les nombreuses facettes de cette maladie qui est très très complexe en réalité. Elle n'est pas que rare, elle est un petit peu spéciale. Et pour réexpliquer donc un petit peu l'histoire, comme Véronique vient de le faire, je reprends mes notes. Voilà, on a été créé donc en 2009 par quelqu'un qui s'appelait Michel Houche. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu. En fait, tout au début, avant l'association, il y avait une liste qui s'appelait Médicaliste, qui est une sorte de forum d'échange pour discuter entre VALD. Donc c'est un forum médical. Et il y avait beaucoup d'informations qui circulaient là-dessus. Et Michel a dit ça serait bien quand même de dédier une association à cette pathologie pour faire plus que simplement discuter sur un forum, notamment faire des rencontres, avoir des médecins conseils comme Véronique et autres. Donc Michel a créé avec un certain nombre d'autres personnes, dont Patrice Osterman et Paulette Gérard, dont j'ai parlé précédemment. Patrice qui est toujours au sein du CA, qui ça fait de nombreuses années qu'il travaille pour cette association. Il a besoin de se reposer un peu, il est en train d'essayer de s'éloigner un petit peu, ce qu'on peut comprendre. Et voilà, la santé, c'est quand même... On cherche à la préserver même pour nous aussi, donc il faut qu'on fasse un peu attention. Donc l'un des fondamentaux de cette association, quand elle a été créée, c'est d'être indépendante. Michel tenait absolument à ce qu'on soit autonome financièrement, notamment. Donc c'est des bénévoles très investis qui font plein de choses parce que justement on compte sur nous et sur l'argent des personnes qui donnent ou qui adhèrent à l'association. Alors, il faut savoir que les choses, elles évoluent en 15 ans.
Comme vous disiez, ça a beaucoup bougé, la recherche a bougé, mais aussi le monde associatif a bougé. Les techniques ont bougé. Voilà, maintenant on se retrouve ensemble, mais il y a le webinaire qui se déroule en parallèle avec les rencontres présentielles, ce qui n'existait pas avant. Donc tout ça, ça permet de faire des rencontres avec de plus en plus de personnes, donc des moyens techniques de plus en plus importants. Et pour nous qui sommes des bénévoles malades, ça devient plus compliqué. Donc on est obligé d'essayer de grandir aussi, d'avoir plus de ressources, plus de moyens pour pouvoir justement suivre l'air du temps et contacter de plus en plus de malades. Elle est de mieux en mieux diagnostiquée parce qu'elle est mieux connue, cette maladie, donc forcément on va aussi toucher de plus en plus de personnes. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, il faut que nous on arrive à se staffer de manière conséquente pour arriver à suivre le mouvement. Alors du coup, Paulette, il y a 1 ou 2 ans, a dit « Bon, on avait décidé d'être totalement indépendant financièrement, mais on va peut-être quand même revoir un peu notre copie et on va accepter de l'aide. » Donc Beijing, qui est un gros laboratoire chinois, mais qui est implanté un peu partout, notamment en France, a proposé de nous aider. Donc il a fait quelques donations pour nous aider, notamment voilà, à financer ce genre de rencontres. Donc je remercie Beijing au passage. Mais voilà, donc on a un petit peu un changement de stratégie qui est encore léger, mais c'est une réflexion qui est en cours de notre côté. Parce qu'on ne peut pas rester petit, soit si on reste petit, on va finir par disparaître. Et en même temps, comment grossir sans perdre notre identité, c'est tout le travail qui est en jeu actuellement. Donc, on va reparler des ressources humaines. Je voudrais remercier aussi les personnes qui donnent régulièrement. Il y a des personnes qui font des dons assez conséquents d'ailleurs. Et ça nous aide beaucoup. Donc voilà, merci à tous ceux qui adhèrent et qui donnent parce que ça nous donne un coup d'aide. Et notamment, on a refait notre site. On va en parler juste après dans la partie communication. Là encore, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et on a dû prendre les services payants d'un web designer parce que le site est plus compliqué, il est plus sophistiqué, il faut le maintenir. Et on avait besoin de financer quelqu'un. Donc c'est le premier qu'on a payé pour l'association. Et puis régulièrement, effectivement, on paye les intervenants ponctuels. Mais là, le web designer, c'est tout au long de l'année. Voilà, donc je vais commencer par parler de la communication. Alors, avant de la communication, pardon, j'introduis effectivement les membres du CA, excusez-moi. Alors, tout le monde n'est pas là, ce que je disais, Patrice a pris du repos. Annie est actuellement en cours de traitement, mais elle est quand même présente sur le webinaire. D'ailleurs, elle a assuré la hotline. Merci Annie ce matin. Et Alain Pleskov, qui s'occupe de l'IWMF, est absent, mais il vient de débuter. Donc lui, c'est un médecin cardiologue. Donc c'est aussi la première fois qu'on inclut un médecin dans l'association. Ça, c'est encore quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, je suis présente. Michel Asquette, l'homme à la casquette, qui est là et qui va parler tout à l'heure. Jacques Dufour, notre secrétaire, qui, je pense que vous avez dû le croiser au buffet. Et Lionel, qui a beaucoup co-organisé cette réunion avec nous, enfin avec moi notamment. Sylvie Gentilhomme est également là, elle était là au badge. Donc voilà l'équipe, donc une bonne moitié qui est présente, et on est aussi aidé par des personnes qui sont notamment des délégués régionaux ou des personnes aussi qui ne sont pas forcément au CA mais qui viennent nous renforcer sur des sujets comme les interactions avec l'IWMF dont on va parler après, et Véronique en a longuement parlé, qui est fondation américaine très importante pour nous. Voilà. Donc la communication, c'est quand même le maître mot. On est là pour échanger, pour vous informer, et c'est pour nous le corps de notre, de notre métier.
J'ai mis un peu toute la liste, mais je ne vais pas tout lire de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses sur le site internet, c'est pour ça qu'on va prendre quelques minutes pour vous le présenter. Parce que vous trouvez tout dessus. La documentation est libre d'accès et vous avez énormément d'informations. Les rencontres, voilà, on est ensemble. Et il y a également, vous avez eu au moment des badges des distributions de plaquettes, de petits guides patients qui sont dans vos tote bags qui vous ont été distribués. Ce petit guide patient, il est tout récent. Il a été créé par l'IWMF, traduit par nous et, je dirais, adapté à la France, parce que tout ce qui vient des États-Unis n'est pas toujours directement applicable à la France en termes médicaux. Donc voilà, et on vous l'a mis. Vous pouvez le communiquer à vos médecins généralistes parce qu'ils connaissent Waldenström de nom, mais ils ne connaissent pas la complexité de cette maladie pour la plupart du temps. Donc évidemment, vous ne pouvez pas enseigner à votre généraliste, même si vous connaissez bien la maladie, parce que c'est un peu déplacé, mais vous pouvez très bien dire, voilà, il y a des associations, il y a une fondation américaine, vous pouvez aller sur le site de soit notre site à nous, Waldenström France, soit sur celui de l'IWMF, mais vous renseignez. Et puis, il y a Alain Pleskov qui maintenant peut aussi répondre aux questions des médecins directement, parce qu'entre médecins, la communication passera peut-être différemment. Je crois que j'ai tout dit pour cette planche. Est-ce qu'on peut... Tu voulais pas te mettre en régie pour... où c'est Lionel? Pour le site internet. Voilà, on travaille en binôme, ça c'est une démonstration. Donc Michel, qui est parti en régie, qui est trésorier, mais accessoirement c'est quand même un informaticien. Donc ça aide beaucoup d'avoir ce genre de compétences, surtout on utilise énormément les moyens informatiques, vu l'association est sur toute la France. Mais les patients sont aussi sur toute la France. On a même des patients au Canada, en Belgique, etc. Donc, on utilise beaucoup les moyens techniques de ce type. Et d'ailleurs, j'ai mis en bas, en rouge, c'est important de le souligner, que ça serait bien qu'on renforce aussi nos ressources avec une personne qui soit à l'aise avec l'informatique. Donc, je passe le message, j'y reviendrai après. Alors, tiens, c'est étonnant, je me vois, je vois CHU Poitiers, mais je ne vois pas le site. Donc en fait, le site, notre ancien site internet qui avait été créé par Michel Houch, il a vécu un certain nombre d'années. C'était un site qui était très bien fait, très apprécié, mais il avait un petit défaut, il ne s'adaptait pas à la taille des écrans. Donc tant que tout le monde était sur un PC, tout allait bien, mais à partir du moment où les gens ont été... pour la moitié d'entre eux à utiliser leur téléphone, on n'arrivait plus à lire le contenu. Donc on l'a complètement refondu. On a gardé la charte graphique et le contenu, mais on a complètement repris le site. Et là, il ne s'affiche toujours pas. Oui, d'accord. On me demande de meubler un petit peu. Donc ce qu'on a fait, je vous le dis, puis vous verrez avec les images après, c'est qu'on s'est focalisé, puisqu'on avait de l'ancienneté, sur les principaux... Oui. Et il faut qu'il bascule. D'accord. On peut parler d'autre chose. Ok. Donc, pour le site, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les pages les plus lues. Et les pages les plus lues, c'est les nouveaux diagnostiqués. Donc, il y a un certain nombre de nouveaux diagnostiqués parmi vous. Donc voilà, c'est très bien que vous soyez là parce que vous allez du coup apprendre énormément, mais on s'est dit ces personnes-là qui débarquent, qui voient notre site, et ça serait bien que quelque chose leur soit directement adressé pour que d'entrée de jeu ils comprennent tout. Et donc la page nouveau diagnostiqué reprend point par point en fait les documents les plus simples au départ, genre la plaquette, puis de plus en plus rentre dans le détail. Donc, plus vous descendez dans la page, plus ça se complexifie en termes d'information. Mais globalement, voilà, on vous prend par la main pour vous amener de plus en plus de connaissances. Et puis, toujours pour les nouveaux diagnostiqués, il y a aussi les traitements qui existent, parce qu'il y en a quand même
pas mal des traitements. J'entends des fois des patients qui disent « on m'a dit il n'y a pas de traitement, ça ne se soigne pas ». Je dis « mais qui a pu vous dire un truc pareil ?» Heureusement que vous nous avez appelés et du coup on discute avec eux, on les rassure. Alors on dit ne vous inquiétez pas, il y a des traitements, il y a des soins. Enfin bon, il y a quand même des fois dans nos échanges qu'on a, on entend des choses quand même un peu particulières. D'où l'intérêt voilà, d'aller regarder ces informations-là. Donc on s'est focalisé beaucoup là-dessus, on s'est focalisé aussi beaucoup sur l'échange, puisqu'on s'est rendu compte que, et d'ailleurs je l'ai entendu encore au buffet, les VAL, quand ils sont perdus, qui découvrent ou qui démarrent un traitement alors que ça fait des années qu'ils ont VAL et que finalement ils n'étaient pas soignés, commencent à se poser plein de questions, ils ont besoin d'échanger, de discuter, alors soit avec des personnes de chez nous, soit avec d'autres VAL qui connaissent bien, soit avec des médecins, mais voilà, la notion d'échange très spécifique est importante. Et bien sûr, sur le site, on retrouve aussi toutes les infos qui concernent l'association. Alors, sur le site, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 modes. Il y a un mode public et un mode privé, parce qu'on est tenu quand même à la confidentialité des données personnelles. Et quand on est malade, on a des données non seulement personnelles, mais on a des données sensibles. Ça, c'est... Drapeau rouge, il ne faut absolument pas, effectivement, que nous, on soit accusés d'aller divulguer sur la place publique « Monsieur machin, il est malade et il a tel traitement ». Donc, les pages sont avec un accès limité et si vous adhérez à l'association, vous pouvez créer un mot de passe et accéder à ces pages privées. Ça, effectivement, ces pages-là, on les réserve à nos adhérents. Les informations comme la bibliothèque, la documentation sont publiques, mais tout ce qui est des données sensibles, ça par contre c'est privé. Voilà. Donc il y en a pour combien de minutes? Sinon on va passer à la trésorerie si tu n'y vois, et on reviendra sur le site après. Hein. Tiens, je te donne la petite... Aussi, ce qu'on a fait avec le site, c'est qu'on s'est aperçu que à peu près à 40%, les personnes allaient voir avec les tablettes et avec des téléphones portables les informations. Le site n'était pas du tout adapté pour ça. Tu l'as déjà parlé? Oui. D'accord. Donc voilà, donc on a dû redévelopper ça. Donc pour ceux qui me connaissent et avec qui j'échange, dans mon mail, donc en bas du mail, vous voyez en fait avec la casquette. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous découvrir ce qu'il y a sous la casquette. Voilà. Bon. Alors, quoi d'autre? Je ne sais pas si en régie, il peut m'accueillir. Non. Bon. Alors, ça, c'est les risques du direct, puisque hier, ça fonctionnait, hier soir. Donc, de quoi tu veux parler d'autre? C'est peut-être j'ai un slide. J'ai un slide. Donc, ça doit être celui-là. OK. Donc... L'informatique, c'est assez clair. Je crois qu'on pourra vous montrer ça tout à l'heure. Donc, tablette, mobile, etc. La trésorerie, en fait, on a fait appel à partir de quand? Fin d'année dernière, à Helloasso. On ne savait pas trop comment en fait, faire les paiements à carte de crédit. On a changé de banque, mais ça n'a pas marché non plus. Et en fait, Helloasso nous offre une plateforme sécurisée. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des formulaires dont adhésion seule, adhésion avec don pour l'association et don pour la recherche. À savoir que sur la cotisation, il y a en fait combien, 20% qui... 5 euros, ouais, 5 euros qui sont donc sur les 25 euros de la cotisation. Et puis, quand vous faites en fait un don pour la recherche, l'intégralité est reversée avec donc une partie des cotisations à l'IWMF. On a considéré que c'était plus intéressant d'envoyer l'ensemble, non pas éparpillé, mais sur plusieurs recherches. Et puis, bon, nous, on n'est pas au courant des recherches. Mais donc d'envoyer ça à l'IWMF. On me fait signe, je peux aller là-haut? Ah, génial. Ok, donc le look a été simplifié pour essayer d'aller plutôt droit à l'essentiel. La page, il n'y avait pas de page d'accueil dans l'ancien site. Là, il y a une page d'accueil qui est focalisée sur 4 grands thèmes. Qui sont, voilà, actualité, événements, ça marche bien, bibliothèque et vidéothèque. Bon, la vidéothèque, elle est
privé, donc il faut un mot de passe pour y rentrer. La vidéothèque, c'est les enregistrements des prestations comme celle d'aujourd'hui. Donc en général, c'est des médecins qui expliquent des choses. Voilà, tout sur la Waldenström. La bibliothèque est complètement ouverte. Événements, c'est les nouveaux événements et les actualités. Typiquement, là, comme la personne qui était atteinte d'une maladie de Waldenström et qui a participé à porter la flamme des JO. On l'a découvert un peu par hasard, mais on trouvait ça génial. Voilà, donc là, vous aurez les informations du moment, on va dire. Et donc voilà, ça c'est l'article en question. Donc quand vous cliquez, évidemment, à chaque fois, ça s'ouvre, etc. C'est magique. Tout en haut, vous avez la barre avec les différents menus. Donc le premier, c'est l'association. Donc ça, c'est très classique, avec les statuts, etc., l'historique, le fonctionnement, bon, qui est cadenassé. Alors, les petits cadenas, c'est toutes des pages privées, bien évidemment. Nos partenaires, ça c'est important, nos partenaires, parce qu'on va trouver le conseil scientifique, qui est le premier partenaire. Oui, voilà, c'est bon, conseil scientifique. Et Miracle, Véronique Leblond apparaît, qui était la première à être ajoutée, et le professeur Morel, forcément. Enfin, et puis on retrouve Steve Tréon. Alors, Steve Tréon, c'est bien un conseil scientifique, sauf que vous ne pourrez pas aller lui demander un deuxième avis. Enfin, déjà aller aux États-Unis, bien parler l'anglais, etc. Mais voilà, donc on retrouve le docteur Tom Oviac, et puis il doit y avoir professeur Roswell en bas. Voilà. Et donc le docteur Alain Pleskov, dont je parlais tout à l'heure, qui a commencé par rentrer au conseil scientifique et qui maintenant est rentré carrément au conseil d'administration. Voilà, et ça, si vous avez besoin d'un deuxième avis ou si vous avez besoin de conseils tout simplement, ce sont des personnes qui nous connaissent, qui sont venues parler de la maladie, qui sont très ouverts à pouvoir échanger avec vous en cas de besoin. Les nouveaux diagnostiqués, on peut en parler, donc c'est un menu spécial qui est juste à côté d'association et qui... Je crois que ça marche pas mieux que tout à l'heure. Si, ça y est. Allez, hop, un petit effort. Bon, nouveau diagnostiqué. Dedans, on trouve la plaquette qui vous a été remise et on trouve une page. Bon, on va passer sur la documentation, c'est ça? Normalement, si vous utilisez votre téléphone ou votre tablette ou votre PC, c'est fluide. Là, on est effectivement avec une interface qui est un peu plus complexe. Donc, comprendre cette maladie contient énormément d'informations et les traitements disponibles, comme son nom l'indique, les traitements disponibles. Donc, vous voyez, si on descend dans cette page, au début, ça vous donne des bases. Une petite vidéo qui est très bien faite, c'est un labo qui l'a faite, qui est vraiment très visuelle et sympa à regarder. Et puis, tous les premiers articles. Bien sûr, le guide. Alors, le niveau de complexité augmente plus on descend. Voilà. Après, il y a un onglet qui s'appelle Documentation, dans lequel vous allez trouver la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, elle est découpée par thématique, mais il y a plus d'une centaine de documents. Donc, honnêtement, vous avez de quoi chercher. Alors, si vous êtes perdu, parce que ça, vous dites, oh là, ça fait beaucoup 100 documents, il y a une possibilité d'aller chercher par mots-clés. Vous avez la petite loupe là-haut. Et honnêtement, si vous cherchez, je ne sais pas, moi, on va prendre mon cas, agglutinine froide. C'est très rare, mais il y a de la documentation sur les agglutinines froides. Voilà, si vous cherchez, il faut taper des mots évidemment un peu discriminants. Voilà. Acala, oui, Acala Brutini par exemple. Bon, voilà, tout ce que vous pouvez chercher se trouve là-dedans. Et puis échanger, donc le dernier onglet au bout, où là on voit qu'effectivement il faut mieux être connecté pour pouvoir rentrer dans ces informations parce qu'elles sont privées. Et là, si Michel arrive à rentrer un identifiant, un mot de passe, Bob l'éponge, voilà, Bob l'éponge, c'est
c'est pas un vrai Vald. Mais ça permet de tester. Et donc, s'il va maintenant dans échanger, effectivement, il n'a plus les cadenas et il peut regarder, par exemple, les témoignages. Alors, ça, les témoignages, c'est une page qui est très regardée. Parce que les personnes veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé chez les autres. Mais, alors, on peut aller regarder le témoignage de Michel, justement, voilà. Si vous avez envie de témoigner, je fais un petit appel à tous, là. Bon, vous avez vu, c'est protégé, mais si vous avez envie de témoigner de votre parcours de soins, de ce qui vous est arrivé, vous nous contactez. Je vais vous montrer comment on nous contacte, mais c'est très facile. Vous nous écrivez, vous nous dites, moi j'aimerais bien écrire un petit article, et on vous publie. Au contraire, plus on aura de témoignages actualisés, mieux ce sera pour tout le monde. Et on est très divers, il n'y a pas deux Waldenström qui se ressemblent, donc plus il y a de témoignages, plus ça donne une image très complète de cette pathologie. Donc là, voilà, c'est toutes les personnes qui ont mis leurs photos, notamment, et qui ont accepté de donner leurs informations. Donc il y en a quelques-uns, d'ailleurs, dans la salle. Voilà. Et pour nous contacter, soit vous allez dans Contact ici, soit vous cliquez sur le petit téléphone vert tout en haut, à côté de la page Facebook. Et puis là, vous écrivez soit là-dedans, soit, si on descend, il y a notre mail de contact. Descendre dans la page. Voilà, il y a le mail contact en vert, vous cliquez dessus. Ou encore, on a un numéro de téléphone. Voilà, où on tombe directement sur l'association, un numéro, le 07. Voilà, donc j'ai fini avec le site. Je pense que ça donne une bonne idée. Alors, j'ai passé un peu de temps parce que comme il est nouveau et que j'ai quelques retours de gens qui me disent « Oh, il est beau, hein, mais je n'ai pas encore été dans les menus. » Je sens une petite crainte à aller farfouiller dedans. Donc, ça n'explose pas, vous pouvez y aller. Je vais revenir sur la page, ou plutôt, je vais laisser Michel terminer avec la trésorerie. Oui, comme vous le savez, on est tous donc bénévoles, malades, et donc on peut en fait avoir besoin de s'arrêter. Et par exemple pour le suivi de la trésorerie, etc. Donc il y a des aspects comptables. Et donc si c'est un appel pour s'il y a quelqu'un qui veut bien en fait se rapprocher de moi, avec contact, le mail contact, ou bien même pour ceux qui me connaissent avec mon mail, michel.asquet@valdestromfrance.org, pour me seconder, surtout en janvier-février. On a beaucoup de nouvelles adhésions, évidemment, de renouvellements, et c'est là que c'est un petit peu chaud. Et donc si je peux avoir quelqu'un à mes côtés, ce serait intéressant. Voilà, petit appel passé. Suite. Ouais. À toi. Alors. Donc Véronique vous a expliqué que beaucoup de choses sont parties de l'IWMF. L'IWMF, donc c'est la fondation américaine qui a beaucoup de moyens par rapport à nous, c'est sans commune mesure, et qui est totalement aussi dédiée à la Waldenström. On travaille en partenariat avec eux depuis la création en fait en 2009 de cette association et du coup ils nous alimentent énormément en documentation. Donc on a fait beaucoup de traductions d'anglais à français. Maintenant, comme ils ont de plus en plus de moyens, ils font aussi des traductions de leur côté, ce qui nous allège considérablement la tâche. Donc nous on est plus dans le relais d'information. Mais par contre, ils nous alimentent beaucoup en participation à des événements qu'ils organisent. Et on a un peu changé de braquet, c'est-à-dire que maintenant, ils sont passés dans le mode totalement international. Ils incluent beaucoup plus ce qu'ils appellent les affiliates, donc les affiliés en français, à leurs événements, pour propager effectivement la connaissance absolument partout. Donc ils organisent des réunions partout, mais ils nous incluent dans les travaux de préparation, dans la communication et tout ça. Donc c'est une autre façon de fonctionner avec eux, parce que vraiment ils cherchent à faire tache d'huile et à ce que cette maladie soit le plus connue possible dans toutes les langues. J'ai perdu Louise, je ne sais pas où elle est. Ah ben elle se cache tout en haut.
Voilà, donc Patrice, il y a encore quelques mois, était l'interface avec l'IWMF. Moi, je l'ai été pendant un certain temps. Et puis, maintenant, je n'y arrive plus avec la présidence, la com et tout ça. Donc, on a dit, on va essayer de renforcer l'équipe. Donc Louise, maintenant, qui n'est pas dans le conseil d'administration, pour le moment en tout cas, qui est en activité, très jeune, mais accepte effectivement de renforcer cette équipe avec Alain Pleskov, donc le médecin, qui lui a accepté de faire ce que faisait Patrice, c'est-à-dire d'être l'interlocuteur privilégié de l'IWMF. Ils ont vraiment besoin de quelqu'un avec qui ils interfacent directement. Donc, en fait, pour chacun des thèmes qu'on vous montre, il y a une sorte de commission. Donc, il y a un groupe de travail. On travaille rarement seul, d'abord pour des raisons de santé, mais aussi parce qu'on ne fait pas du bon boulot tout seul, c'est complexe. Donc, il y a effectivement Alain, Louise, moi-même, qui suis restée quand même dans cette commission. Ça fait longtemps que je suis interlocuteur avec ces personnes, et Michel, qui est ici aussi. Donc, on est 4 dans cette commission-là. Je voulais ajouter un petit mot, juste dire bonjour. Donc, oui, je viens juste d'intégrer l'association en fait, et donc je commence à m'informer, me renseigner sur l'organisation de l'IWMF et leurs actions. Et j'espère monter en compétence pour pouvoir aider et apporter ma contribution à l'association Waldenström France au maximum. Donc voilà. Merci à toi en tout cas. Oui. Chantilly. Alors, ouais, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'IWMF nous a fait une belle présentation il y a peu de temps en disant qu'il allait avoir un énorme événement en Europe et donc en France. La France a été choisie pour travailler, donc accueillir les médecins-chercheurs. Donc je ne sais plus quel nom porte cet événement, mais ça va durer plusieurs jours et pendant lesquels les médecins vont se rencontrer. Et à l'issue de ça, il y aura, alors dans ce cadre-là, il y aura une journée qui sera dédiée aux affiliés et il y aura aussi une journée qui sera dédiée aux malades qui voudront bien venir voir en fait tout ce qui va sortir de cette rencontre. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va toucher la recherche, les dernières découvertes, les nouveaux traitements, etc. C'est un événement très important qui va être orchestré par les WMF, mais ils nous ont demandé, comme ça se passait en France, de participer activement, on va dire, à l'organisation en France de cet événement. Ça aura lieu en mai, on n'a pas la date exacte. On vous fera bien sûr des communications là-dessus. Ça sera peut-être à Chantilly, peut-être à Bordeaux, c'est pas encore défini. Voilà. Donc il y a l'IWMF aussi a créé l'année dernière, enfin cette année, une journée mondiale. C'est la date anniversaire de Waldenström, donc c'est le 17 avril. Et donc tous les 17 avril, on fera quelque chose. Alors, je vous invite, vous, localement, à vous rencontrer ce jour-là, vous faire un resto, une sortie, une balade, mais fêter le 17 avril et surtout inviter des gens, des amis, des personnes, voilà, pour faire connaître Val. En fait, l'idée, c'est ce jour-là, on met un article dans la presse, on poste des trucs sur Facebook ou sur LinkedIn, on fait connaître au maximum cette maladie. Le but, c'est vraiment ça. Plus des gens vont la connaître, plus ils vont s'intéresser et plus on va améliorer le soin. C'est un cercle vertueux. Voilà. C'est bon, ça. Et quand on bouge, en fait, ça déclenche l'arsène. Alors, je vais céder la parole aux 3 délégués régionaux qui sont présents. Donc, il y a Jacques, Gilles et Violaine. Voilà. Bon, Jacques, tu es missionné.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va déjà se présenter. Nous sommes 3 délégués. Comme on dit, encore peu nombreux, mais je suis sûr qu'à l'issue de cette journée, nous serons beaucoup plus nombreux. Honneur aux dames. Violaine, te présenter. Bonjour, je m'appelle Violaine Prince, je suis déléguée pour l'Occitanie, en co-délégation avec Patrice Osterman. Moi, personnellement, je m'occuperai plus particulièrement de la partie est de l'Occitanie, qui est une grande région, puisque je suis basée à Montpellier. Et Patrice Osterman s'occupera plus de la région ouest, puisqu'il est basé à Toulouse. Néanmoins, je suis tout à fait prête, parce que comme nous sommes tous des personnes malades, donc parfois indisponibles, je suis prête à m'occuper de tous les adhérents d'Occitanie. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Je n'en ai pas rencontré. Hélas, c'est vrai que j'ai fait 7 heures de train pour arriver ici. Donc, voilà, ça peut expliquer. Est-ce qu'il faudrait que je dise des choses Oui, on va se présenter. Ensuite on parle. Très bien, merci. Voilà, moi je suis Gilles Nicolin, je suis breton, j'habite à Binic dans les Côtes-d'Armor. Précédemment j'étais à Rennes. Et effectivement, je me suis proposé lors de la dernière Assemblée Générale pour faire partie de cette fonction. Alors, en quoi ça consiste ? C'est-à-dire que nous souhaitons être un relais humain pour les malades de Waldenström, de notre association, pour répondre éventuellement à leurs interrogations, les aider autant qu'on peut avec les connaissances que nous avons. Alors nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes que malades et on s'en tiendra à ça. Mais je pense que c'est important. D'ailleurs, j'ai remarqué lorsque j'étais à l'accueil tout à l'heure, chacun veut parler de ça. Moi compris, je suis très heureux de rencontrer des gens avec qui nous avons un problème commun. Mais je pense que ça nous rassure et ça nous aide. Alors, en Bretagne, en plus, nous expérimentons un groupe de soutien grâce à toute l'équipe, et à Michel notamment. Nous allons essayer de répondre, soit par téléphone, soit par messagerie, à tous les contacts que nous pourrions avoir. Alors, en quoi consiste aussi notre rôle ? Ce serait éventuellement, moi j'ai lancé plusieurs appels, mais ça met un petit peu de temps à démarrer. Nous souhaiterions communiquer et organiser des rencontres en présentiel, c'est-à-dire que la France, c'est un grand pays, comme tu dis, tu as mis 7 heures de train pour venir. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est éventuellement pouvoir se rencontrer une fois de temps en temps, dans un lieu plus proche qu'on peut déterminer ensemble. Et alors, il y a aussi la possibilité, pour ceux qui sont familiarisés avec l'informatique, de faire des réunions Zoom. C'est important, les contacts humains dans notre association et dans notre mission. Voilà. Oui, moi je voulais plus attirer votre attention bien sûr sur le rôle du délégué, mais surtout pourquoi on en a besoin. Nous sommes minuscules, je dirais que c'est un avantage, mais c'est un inconvénient aussi. Et en fait, dans ce type d'association, quand on a cette taille-là, on a bien sûr besoin de plein de choses, mais il y a besoin surtout de 2 choses. D'abord, des adhérents et des cotisations. Ce n'est pas le trésorier qui va me contredire. Et puis, une équipe qui anime cette organisation. Et cette équipe, ça ne peut être effectivement que vous, nous. Alors peut-être à tour de rôle, etc. Mais ce rôle de délégué, c'est un peu comme dans un système, chaque maillon compte. Et on n'est pas simplement spectateur où on attend. Je crois qu'on est trop petit pour pouvoir être dans une organisation descendante où on attendrait en quelque sorte de l'information ou autre. Il faut être donc forcément actif. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je considère que
toutes les personnes qui sont en face de moi sont des délégués potentiels. Et je suis content parce qu'on n'en a jamais eu autant en face de nous. Bon, après, vous me direz, ceux qui vont lever le doigt un peu plus, ce qui a été mon cas il y a 1 an et demi, bon, je ne regrette pas, hein, pas du tout. Parce que c'est un travail finalement qui apporte beaucoup de plaisir à rencontrer plein de gens. Donc voilà, donc pensez ça, c'est que nous sommes petits, il faut forcément être actifs. Et donc quand je dis vous pouvez tous devenir délégués, c'est tout à fait possible, on demande, comme on dit, pas de CV. Bien sûr, Michel a évoqué des compétences, quand il y a des compétences rares, s'il y en a parmi vous, elles sont les bienvenues. On ne vous fait pas signer un contrat pour 3 ans, 6 ans ou 10 ans, c'est ouvert. Même une participation, si vous faites 1 an, 2 ans en tant que délégué ou dans une aide sur des sujets, c'est un plus. Et c'est comme ça qu'on arrivera à vivre, je ne dis pas survivre, des fois un peu, mais à vivre, parce que si l'équipe est trop petite, la moindre défaillance, on se retrouvera, excusez-moi le terme, mais un peu à poil, quoi. Donc le délégué ou la déléguée, eh bien, c'est une personne qui, effectivement, peut être un malade, peut-être un accompagnant, peut-être un enfant, un grand enfant. Si vous avez parmi vos enfants des geeks ou des gens qui s'intéressent à un certain nombre de choses, il suffit de les... on fera une adhésion, et puis ça y est. Et s'ils veulent venir donner un coup de main, ils peuvent. Vos amis aussi. C'est pas obligé d'être malade pour être à l'association et participer. Je crois que le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que ce système est vivant si tous les maillons du système peuvent, comme on dit, les tiennent les uns aux autres et s'entraident. Donc on aura l'occasion de se revoir. Pour ceux qui veulent y réfléchir ou avoir plus, on est à votre disposition pour toute information. Vous pouvez envoyer aussi un petit mail en nous disant pourquoi pas, qu'est-ce que je peux faire. Je crois que l'expérience des uns et des autres a montré que pour l'instant, on y arrive. Grand étonnement, je ne vous cache pas. Pour donner un exemple, sur la région Île-de-France, puisque moi je suis en Île-de-France, le 17 avril, on a fait on s'est retrouvés à faire un repas sur un bateau qui s'appelle le Thalassa, à Paris, sur les bords de la Seine, avec la Statue de la Liberté puis la Tour Eiffel comme décor. Et on a passé un très bon moment. Il y a d'ailleurs des personnes qui étaient là, je pense à Yvan, à Alice, etc., qui étaient là. Et c'était bon moment. Il ne faut pas se refuser non plus des bons moments. Donc voilà. Je dirais presque, messieurs, mesdames, les futurs délégués, on vous accueille les bras ouverts. Je vais dire quelques mots. Juste quelques mots pour compléter. Nous avons des régions qui n'ont pas de délégués. Et c'est important peut-être de vous rapprocher de nous et peut-être de Michel qui gère un petit peu ça pour pouvoir voir en fait quelles sont les régions qui n'ont pas de délégué. Par ailleurs, le délégué, c'est aussi une personne qui écoute, c'est une personne qui est là pour rassurer, c'est une personne qui est référence en quelque sorte. C'est quelqu'un qui peut permettre de nouer des amitiés, des situations de collaboration, aiguiller éventuellement vers des structures médicales qu'on connaît, parce que les gens débarquent et ne savent pas et ne sont pas aidés du tout là où ils sont, ils n'ont pas d'hémato, ils n'ont rien, et ça peut être une manière de le faire. Donc là encore, voilà, c'est le délégué, c'est la première étape humaine, je dirais, avant des choses plus importantes, beaucoup plus chargées au niveau national. C'était un peu ce qu'on voulait vous dire. Donc, sentez-vous libre
de faire partie des délégués, ça peut nous aider beaucoup. Et nous communiquons entre nous. Nous avons des patients, par exemple, donc des gens qui sont malades de Waldenström, qui sont dans certains endroits, qui se sentent isolés parce qu'il y a un peu des déserts médicaux. En passant d'un délégué à un autre, à un troisième, on arrive à les aider à trouver des solutions. Donc là encore, ça fait partie... nous connaissons le maillage local, c'est ça qui est important. Et si vous le connaissez, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Je veux juste ajouter une petite chose. Moi, je m'appelle Gilles Nicolas, mais il y a un autre Gilles qui est délégué également. C'est Gilles Martin. Il est à Nice. Il s'occupe plutôt de la région Corse. Et voilà. Donc, il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais nous sommes 4 délégués en fonction. Et c'est vrai que la porte est ouverte pour éventuellement couvrir encore un peu mieux le territoire. Alors, je rassure tout de suite, ce n'est pas une charge extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec ce que le bureau entreprend à longueur d'année. Des bénévoles. Je salue Valérie notamment qui s'est investie de façon considérable pour cette opération aujourd'hui. Merci. Alors, on a oublié Laurence aussi, qui est dans l'Est de la France, qui n'a pas pu venir. Donc aujourd'hui, les régions qui ne sont pas pourvues, c'est le centre, parce que Paulette s'occupait en fait d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais bon, il faut l'alléger par rapport à ça. Nouvelle-Aquitaine aussi, Normandie, les Hauts-de-France aussi qui nous manquent, même si en fait Annie, qui est la personne qui s'occupe de se mettre en relation avec les nouveaux adhérents, on assiste là-dessus, d'avoir en fait toujours soit un mail, soit un coup de fil pour pouvoir en fait échanger, voilà. Peut-être un autre slide. C'est peut-être moi qui continue, non? Michel? Il faut que je fasse quelque chose. Merci. Voilà. Alors, Véronique Leblond expliquait que les relations entre nous sont essentielles. Mon hématologue à Vannes me disait, moi, si je parle à une personne que la chimio, ça va bien se passer, etc. D'ailleurs, pour moi, il a commencé à me dire, vous savez, la chimio, elle fait pas tomber des cheveux. Bon, je pense qu'il disait ça de manière un peu générique, parce que bon, comme vous pouvez voir, j'en ai plus trop. Et donc, l'échange entre nous est très important pour justement dire, voilà, moi j'ai vécu ça. Ça ne veut pas dire que ce sera exactement comme ça que vous allez vivre la chose, mais voilà, comment ça s'est passé pour moi, entre le diagnostic, entre donc premier traitement ou deuxième traitement, les symptômes aussi. Voilà, on peut toujours échanger. Et donc, on a décidé pour cette année, et en fait là aujourd'hui, c'est le lancement du premier groupe de soutien. Comme je suis basé à Vannes, avec Gilles, on a cherché en fait à identifier les personnes qui le souhaitaient, de faire partie de ce groupe. Donc en fonction justement des différents symptômes, des parcours avec la maladie. C'est pas parce qu'en fait une personne est en surveillance qu'elle n'est pas intéressante pour d'autres personnes qui viennent d'apprendre la maladie. Parce qu'on est un peu dans un mode de sidération. Et c'est intéressant justement d'avoir cet échange avec une autre personne qui a connu la même situation. Donc, on a donc le Grand Ouest, c'est la première région, à peu près une douzaine de personnes qui sont donc dans ce groupe. On a souhaité aussi se rapprocher des Québécois qui ont mis ça en place depuis déjà pas mal de temps. Et la semaine dernière, il y avait une conférence de l'IWMF sur le groupe de soutien aux États-Unis. C'est encore un petit peu différent, parce que pour eux, c'est plutôt un groupe de parole. C'est-à-dire qu'il y a un modérateur. La taille est aussi différente en nombre de patients, de malades. Et donc, ils ont des groupes de parole. Le responsable du groupe de soutien, en fait, est un modérateur. Et donc, ça échange pendant ces groupes de parole. Alors, on a essayé de faire ça aussi avec les délégués régionaux, avec des Zooms. Malheureusement, avec les contraintes techniques, avec aussi les horaires et peut-être les sujets. Donc, ce sera intéressant. Vous aurez en fait un retour, un questionnaire en fait par mail
ou par formulaire, je ne sais plus ce que Valérie a mis en place, pour nous donner en fait ce que vos impressions, vos souhaits, pour justement qu'on puisse échanger et s'améliorer aussi de ce côté-là. Donc ce qu'on a voulu, c'est aussi de ne pas être complètement démunis par rapport aux échanges. Ce qu'on peut avoir quand on fait partie d'un groupe de soutien, c'est que ça nous rappelle des moments qui ne sont pas forcément très, très agréables. Quand on a en fait une chimio, on se prend un petit coup sur la tête, et quelqu'un qui a besoin d'un soutien en cours de chimio, bon, ça peut nous rappeler des souvenirs qui ne sont pas forcément très agréables pour certains. Chacun réagit différemment. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait un peu structurer ça? Et Annie, qui est en fait infirmière, qui a donné des cours pour l'écoute active, donc essayer de vraiment comprendre les angoisses des personnes qui nous contactent pour du soutien, et puis en fait aussi, comment dirais-je, orienter un peu, répondre vraiment aux questions, savoir qu'est-ce qui est de l'émotionnel, du factuel, etc. Donc d'arriver à avoir une démarche en fait avec un peu de recul, ne pas en fait, moi j'ai tendance à être un peu trop bavard sur la maladie, donc d'être plutôt dans une phase d'écoute pour savoir en fait les questions essentielles que se posent les personnes. Donc on s'est inspiré en fait de certaines méthodes d'écoute active. Notamment, il y a une association qui s'appelle Alliance Maladies Rares qui a fait des formations, et donc on s'est inspiré de ça. Et on a fait une formation en 2 temps. Premier temps, en fait, d'expliquer un peu la méthode, comment en fait l'écoute active fonctionne. Et puis après, on a fait des études de cas. Donc quelqu'un qui vient d'apprendre la maladie, quelqu'un qui va en fait avoir bientôt un traitement, et puis une autre personne qui a besoin d'un second traitement. Donc là, c'est encore un autre cas de figure. Et donc d'avoir comme ça des retours, c'était assez intéressant. Tous les délégués régionaux ont participé, évidemment. Et puis aussi donc les personnes du groupe de soutien, pour avoir entre nous un échange. Et dans le groupe de soutien, donc on va étendre ça certainement, après qu'on ait testé la formule pendant quelques temps pour le Grand Ouest. Et donc on sera à la recherche de personnes qui veulent bien en fait faire partie des futurs groupes de soutien. On vous tiendra au courant quand il y en aura d'autres qui seront créés. Évidemment, les délégués régionaux sont très importants parce qu'ils connaissent en fait les personnes qui sont dans leur région. Et donc on a référencé différents comment dirais-je, symptômes, les personnes qui ont différents symptômes, pardon. Et donc on mettra en relation le plus finement possible des personnes entre elles. Je pense en fait à quelqu'un qui est dans l'est de la France, qui a une neuropathie périphérique invalidante, que j'ai mis en relation avec quelqu'un en fait qui est du côté de Vannes, et qui se pensait toute seule en fait avec Val de Ström et avec ce genre de symptômes. Donc l'échange a été intéressant pour pouvoir justement partager un peu le vécu avec cette maladie, au-delà des aspects évidemment purement médicaux. Voilà. Donc j'en ai fini par rapport au groupe de soutien. La suite, je ne sais pas si je peux la lancer. Voilà. Ah voilà, on va enfoncer. Oui, donc les délégués régionaux, effectivement, il n'y en a pas dans toutes les régions, c'est ce qu'on vient de dire. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes de la Nouvelle-Aquitaine, donc je pense qu'il y a bon espoir qu'on puisse couvrir ce secteur peut-être, parce qu'on avait un délégué régional, mais il a été rattrapé par ses activités professionnelles et du coup il n'a pas pu continuer. Donc voilà, il y a une place à prendre, pas que là, mais en tout cas dans ce secteur-là. Ce qu'ont dit les délégués régionaux, c'était effectivement très intéressant, c'est-à-dire que à l'échelle locale, il y a des initiatives qui peuvent se prendre qui vont être différentes à l'échelle nationale. Et chaque délégué, finalement, il est libre de faire évoluer les choses à sa guise. Et on n'a pas mis de contraintes en disant qu'il faut faire comme s'il y a une checklist. Non, non, c'est vraiment comme on le sent et comment ça réagit au niveau de la région. Donc, cette planche-là, c'est un peu pour synthétiser tout ce qu'on a déjà dit sur les parmi les différentes activités qu'on vous a présentées. Il faut qu'on soit suffisamment nombreux. Alors, sur les délégués régionaux, on en a parlé, mais aussi sur le plan national, pour faire tourner la boutique,
parce que comme vous l'avez constaté, on est fragile. L'exemple de Paulette en est un. Patrice, effectivement, qui souhaiterait aussi pouvoir se reposer et donc ne pas poursuivre son activité l'année prochaine et qui est le vice-président. Ça a été mon binôme. On a beaucoup travaillé ensemble les années précédentes. Et moi, je recherche effectivement, c'est ambitieux, mais un binôme, parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a ces événements-là qui prennent du temps, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, vous avez vu, il y a l'IWMF. Même s'il y a un groupe, il faut coordonner des événements entre eux. Et quand l'IWMF nous demande de faire certaines choses, il faut que nous, on l'assimile au niveau français, parce qu'on ne peut pas appliquer des fois à la lettre tout ce qui vient des États-Unis. Il faut qu'on se dise, nous, pour les VALD français, comment ils vont le vivre, comment on pourrait adapter cette initiative et qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre niveau. Donc il y a tout ce travail de réflexion et d'organisation qui est à faire à l'échelle nationale. Alors, cette activité-là nécessite effectivement d'être à l'aise avec le monde bureautique, avec un ordinateur, voilà, avec des mails. C'est vrai que là, pour le coup, c'est ce genre de choses qui peut poser problème pour certains d'entre vous. Pareil pour aider Michel, il a un logiciel un petit peu sophistiqué, donc voilà, il faut des personnes qui ne soient pas paniquées devant un ordinateur pour aider sur ces domaines-là. La communication aussi, j'en ai parlé. Moi, j'étais chargée de communication, donc je faisais la partie graphique, la partie communication, mise à jour du site, etc. Et maintenant, présidente, les deux en même temps, ça fait beaucoup. Donc si une personne qui est à l'aise avec le monde de la communication et à l'aise avec les outils, on pourrait faire un super binôme, mais voilà, c'est vraiment ce que la recherche, le besoin là, parce que j'ai vu l'expérience là pour préparer Poitiers. Je sais que je ne pourrais pas tenir avec le même rythme pendant très longtemps. Ma santé après qui commence à, même si on essaye de tenir le choc, c'est quand même assez intense. Après, il peut y avoir des aides ponctuelles. J'ai parlé de graphisme. On est sur Facebook, on est sur les sites. Vous avez des petits goodies, là, vous voyez des t-shirts. Tout ça, ça nécessite un travail de graphiste. Alors, peut-être vous n'êtes pas spécialisé, mais vous pouvez avoir des enfants, petits-enfants, qui sont à l'aise avec cette discipline. Et là, ils n'ont pas besoin de connaître Waldenstrom. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà, on travaille ensemble sur des idées et puis on développe. Mais ça représente des heures de travail, là, pour le coup, qui peuvent être complètement en parallèle et ponctuelles. Et ça serait bien, effectivement, qu'on arrive à renforcer l'équipe aussi sur cette activité-là. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde du visuel. Hein. On va parler beaucoup au téléphone et tout, mais on va aussi communiquer visuellement de plus en plus. Donc, c'est une discipline dont on a besoin également. Pour postuler, c'est pas compliqué. En fait, là, on va aller manger, mais donc on aura du temps puisqu'on va avoir un break de 2 heures. Il y a moi-même, Sylvie, qui était à l'accueil, à la remise des badges, et l'homme à la casquette qui est là. Vous pouvez venir nous voir. Voilà, si vous êtes intéressé, vous nous dites qu'est-ce que vous aimeriez faire, qui vous êtes, vous laissez vos coordonnées, on discute. Voilà, on prend un peu de temps. Et puis on verra plus tard comment on peut faire évoluer les choses. Mais on peut avoir un premier contact si ça vous dit. Voilà. Donc, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ouais. Alors c'est aussi pour vous le moyen de vous rencontrer entre vous. Sur les badges, il y a indiqué donc votre ville et aussi en fait votre région. Donc profitez en fait de tous ces moments conviviaux comme le repas de midi pour aussi échanger entre vous. Je pensais en fait à une personne de Bordeaux qui en fait certainement a rencontré d'autres personnes de Bordeaux pour pouvoir justement échanger. Tiens, il y a ces bateaux là, est vachement sympa. Mais puis il a l'air de connaître Wald. Donc déjà, ça peut être un bon départ pour ça. Je me souviens aussi La Roche-sur-Yon, en fait, une personne qui avait besoin de soutien, parce qu'elle était très fatiguée, et pour autant, il n'y avait pas l'écoute nécessaire à l'hôpital. On s'est mis à plusieurs
pour pouvoir échanger, savoir comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc cette partie rencontre est essentielle. C'est pour ça qu'on appelle notre journée rencontre patients-médecins. Les médecins vont nous donner beaucoup d'informations cet après-midi, mais entre vous, vous pouvez aussi échanger.